Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Alain Boer, bonjour. Bonjour. C'est un grand bonheur de vous recevoir ce matin sur Radio J. Vous êtes professeur de criminologie au CNAM. Vous êtes professeur de criminologie également dans d'autres lieux universitaires, notamment à Shanghai, à Pékin, ainsi qu'à New York. Vous conseillez de nombreux gouvernements de la planète en matière de sécurité au sens large. Nous allons y venir dans un instant. Vous nous revenez avec une passionnante encyclopédie. Je dois dire que j'ai dévoré comme un roman, car il s'agit bien d'un roman, le roman d'une initiation, l'encyclopédie des francs-maçonnes et des francs-maçons, que vous co-signez avec le docteur Roger Daché, notre ami, président de l'IMF. Et je dois dire qu'on découvre des choses absolument vraiment très inattendues et tout à fait passionnantes. Alors, il y a les parcours, j'allais dire obligés, mais ils sont intéressants, car ce sont des notices biographiques tout à fait passionnantes, de Voltaire à Manuel Valls, de Goethe à Kipling, ou d'Émile Littré, bien sûr, à des personnalités qui sont très importantes, nous allons y venir dans un instant, comme Jean Zay, par exemple, au cœur de ce franco-judaïsme qui a produit tellement de maçons historiquement. Mais il y a des choses aussi plus surprenantes. Nous y apprenons notamment l'appartenance, je ne la connaissais pas, l'appartenance maçonnique de Montesquieu, l'appartenance maçonnique de Stendhal, de grands noms de la pensée, de la littérature française qui se rattachent donc à l'initiation maçonnique. Alors, je vais tout de suite venir au cœur du sujet. Je vous ai invité pour que nous parlions de votre livre, de l'influence de la maçonnerie aujourd'hui, dans l'histoire, dans la construction de notre République. Mais peut-être un mot, disons, de contexte général. Est-ce que nous sommes, d'après vous, aujourd'hui, dans un basculement des démocraties vers de nouvelles formes de populisme, comme semblerait en témoigner la récente victoire de l'Union des droites en Italie, ou est-ce qu'il ne faut pas surinterpréter ces phénomènes électoraux, d'après vous ? Alors d'abord, il faut toujours se méfier de la surinterprétation des phénomènes électoraux. En général, quand une démocratie se sent en péril, c'est qu'elle a beaucoup contribué à son propre affaissement. Une démocratie, c'est un organe vivant qui se nourrit d'un dialogue construit avec les électeurs, où on essaye de répondre aux questions des électrices et des électeurs, en essayant de ne pas leur expliquer que les questions sont débiles et qu'ils sont idiots. Donc l'affaiblissement ressenti par une démocratie, je pense au modèle historique sur lequel j'ai travaillé récemment, vous le savez, de la République allemande démocratique, de Weimar, de l'entre-deux-guerres. Weimar, c'est le moment le plus incroyablement créatif, le plus incroyablement vivant, le plus incroyablement flamboyant de la démocratie allemande, et c'est son chant du cygne. Pourquoi ? Parce qu'aucune des questions qui étaient posées par le peuple, les gens qui souffrent, les gens qui sont dans la difficulté, n'obtenaient de réponse de la part d'une élite qui vivait dans un univers parallèle, ailleurs. Tout à fait. Et donc, quand il y a cette déconnexion entre deux mondes, deux univers, celui qu'on voit à la télévision, celui qu'on voit sur les réseaux sociaux, la pseudo-vie de rêve des Marseillais à Dubaï, la culture du vide. La culture du vide flamboyant. Et la réalité où on a en même temps la fin du mois et la fin du monde, parce que c'est pas l'un à la place de l'autre, contrairement à ce qui a été dit longtemps, mais les deux, et qu'on ne répond pas aux questions qui sont posées par des gens qui demandent des réponses, et d'ailleurs qui sont très patients. Car la victoire des droites ici, la victoire en Suède, en Italie, la poussée dite populiste, je déteste ce mot. Moi, je n'insulte pas le peuple. Le populisme, pour moi, est une insulte. C'est un terme inadapté. C'est un processus d'extrémisation, de revendication et surtout d'absence de réponse. De la même manière, est-ce que les jeunes gens qui en ont marre d'attendre qu'on arrive à une solution en matière climatique ou environnementale après 40 ans de COP, d'annonces non suivies d'effets, ont tort d'être radicalisés et parfois violents ? La réponse est, je pense qu'il ferait mieux de jeter de la soupe ailleurs que sur des œuvres d'art, mais je comprends assez bien, et je suis même assez heureusement surpris, de la capacité de mobilisation de la jeunesse pour une cause, et pas seulement pour être enfermé en faisant des jeux vidéo dans une chambre. Donc je veux dire par là que Weimar, pour moi, est un élément flamboyant qui cachait la désespérance, le désespoir, la déconnexion de la plus grande partie de la population. Nous sommes dans une phase qui a commencé avec les Gilets jaunes et qui se poursuit. Et nos Gilets jaunes à nous et les Gilets jaunes d'ailleurs, quel que soit leur nom
qu'on leur donne, qui disent mais vous ne nous écoutez pas, vous ne nous entendez pas, vous ne nous répondez pas, et donc puisque vous ne faites aucun effort, nous allons essayer quelque chose d'autre. Alors Alain Boer, évidemment, c'est passionnant. Je ne vous ai pas invité pour qu'on fasse exclusivement du commentaire politique, mais vous allez voir, ma question, elle est très précise. Vous êtes un historien, avec Roger Daché, de la franc-maçonnerie française, puisque vous avez longtemps présidé la principale obédience de la franc-maçonnerie française, qui s'appelle le Grand Orient de France. Nous allons y venir dans un instant. À ce titre, vous connaissez aussi l'histoire de l'imbrication profonde entre la vie politique française et la franc-maçonnerie sous la Troisième République. Vous décrivez une situation, et c'est très intéressant, où au fond triomphe dans une partie des élites politique, médiatique, méritocratique, une forme de sophistique généralisée. C'est-à-dire, on évite les problèmes et, en revanche, on enferme dans des cases infamantes tous ceux qui souhaitent les soulever. Jusque et y compris, d'ailleurs, des géographes comme Christophe Guilluy, qui est soupçonné de dérive, etc., par les bien-pensants. Est-ce que cette situation existait sous la Troisième République quand la franc-maçonnerie avait une importance plus grande, donc un certain rapport à l'honnêteté, à la vérité? Alors, d'abord, la franc-maçonnerie, c'est pas une maçonnerie du peuple, c'est une maçonnerie de la classe moyenne. Elle a été la maçonnerie de la bourgeoisie. Elle est née en Angleterre d'abord, pays ravagé par 2 siècles de guerre civile et de guerre de religion, puis en France, par l'idée qu'on allait enfin se parler de choses auxquelles il était interdit de traiter, ou avec des gens avec qui on ne pouvait pas se parler, parce qu'on ne parlait pas à un noble si le premier lui-même ne vous avait pas adressé la parole. Les loges ont été donc cet espace de sortons de l'interdit et sortons de l'exclusion. C'est vrai en Angleterre, puisque les loges ont dit on ne parle pas de la politique, on ne parle pas de la religion, donc on parle de tout le reste. Et donc grâce à Isaac Newton et à son secrétaire, un huguenot français protestant, rochellois, La Rochelle, Jean-Théophile des Aiguiliers, on crée un espace, d'abord de la Royal Society, de l'Invisible Collège, puis de la franc-maçonnerie britannique, qui est parlons science, parlons progrès, parlons lumière. Absolument. Le débat sur les lumières de Newton est un débat extraordinairement révélateur de la lumière n'est pas seulement divine, elle peut être scientifique. Absolument. Et rendons plus largement la raison et les savoirs populaires, comme le souhaitait après un autre franc-maçon qui était Condorcet. Populaire, non pas, mais diffusable. Diffusable, voilà. Et puis, en France, c'est exactement la même logique. On est dans la révocation de l'édit de Nantes, les effets secondaires qui ont tué l'économie et la finance française pour la donner aux Anglais et aux Hollandais, ce qu'on paye encore aujourd'hui. Donc les deux Europes, c'est celle-là. Il y a l'Europe de l'unité, de l'acceptation de la diversité, catholique, protestant, et déjà en Angleterre, juifs et musulmans. Et noirs, les Anglais disons, cette question n'a pas à être posée, sont bienvenus tous ceux qui ont, les moyens de participer de manière intelligente, culturellement utile à un débat, et deux, de quoi se payer la bouffe, puisque les loges n'existent pas. C'est la brasserie du coin, le bistrot du coin. Il faut être au vu et au su de tout le monde, autrement on part à la Tour de Londres. Toute réunion de plus de 3 personnes est un complot contre la sûreté de l'État. En France, c'est la même chose. Les espions de la couronne disent c'est quoi cette réunion bizarre? Ça n'est pas au premier étage, en privé. C'est donc au rez-de-chaussée, au vu et au su de tout le monde. Et donc la maçonnerie est totalement visible. Et d'ailleurs, on est des sight masons, des maçons à vue. Absolument. On vous invite, vous êtes spirituel au double sens du terme, ça vous plaira. Et donc à la fin du repas, d'un simple coup d'œil, l'organisateur du repas dit... On va donc vous inviter la prochaine fois, vous viendrez écouter quelqu'un d'autre. Et on était cooptés, à défaut d'être initiés. La même chose pour la Royal Society, l'Académie des sciences, etc. 2 présentateurs, un grand oral, et si vous aviez été bon, intelligent, intéressant, vous deveniez membre de l'Académie. Tout ce processus-là est un processus qui, par capillarité, a sorti la France, comme la Grande-Bretagne, de la guerre de religion, du sécessionnisme intérieur. Et je résume avec vous, Alain Boer, puisque nous parlons de la longue histoire qui a, au fond, imposé progressivement l'idée républicaine dans ces différents pays. On peut dire ça comme ça. Non, parce qu'il n'y a pas d'idée républicaine en Grande-Bretagne, par exemple. Ça n'existe pas. La monarchie constitutionnelle est avant. Mais en France, c'est un élément particulier, c'est qu'en fait, il n'y a pas de parti républicain en France. Et au moment où la question de la République va se poser, en 1870-72, donc tardivement. Je ne parle pas là de la Révolution française, où là, tout à fait. La maçonnerie ne fait pas la Révolution, mais elle permet l'alliance de 2 ordres et demi, la bourgeoisie, le petit clergé et la petite noblesse, qui ensemble font basculer les États généraux. Absolument. Pour obtenir moins d'impôts et plus
participation au pouvoir. Mais en fait, le vrai basculement, c'est quand, au moment de l'amendement wallon, les députés républicains n'ont pas de parti, ils n'ont pas d'organisation politique. Ils arrivent et il faut se réunir. Le Grand Orient leur propose de les réunir à son siège, voilà, rue Cadet. Qui était déjà rue Cadet. Oui, Voilà. l'ancien siège. Et donc, ils se réunissent, ils ne savent pas très bien ce qu'ils vont faire, mais ils se mettent d'accord pour l'amendement wallon. La République, le drapeau bleu, blanc, rouge, liberté, égalité, fraternité, c'est-à-dire le retour au principe fondateur de la Révolution dans une version nouvelle. Et à ce moment-là, il se passe un événement historique et même très curieux, y compris pour des historiens de la maçonnerie. 150 loges du Grand Orient décident de participer en tant que tel à la création du Parti républicain et radical républicain. Absolument. C'est là tout à fait interdit par tous les principes fondateurs de la maçonnerie, qui n'est pas de politique au sens politicien du terme, mais ils le font pour implanter l'idée républicaine, et ils deviennent à la fois l'Église et le parti de la République. Alors justement, pour les valeurs, le parti pour l'outil républicain. Alors c'est passionnant. Qui va devenir le parti républicain. C'est passionnant, Alain Boer. Donc je rappelle le contexte de notre conversation. Vous êtes ce matin avec nous sur Radio J, l'encyclopédie des francs-maçons et des francs-maçons, avec notre ami, le docteur Roger Daché. C'est absolument passionnant. Ça se dévore comme un roman. Alors c'est un roman avec beaucoup de name dropping, mais au bon sens du terme. Nous apprenons plein de choses sur des personnalités qui ont fait l'histoire de l'Europe, de l'Amérique, des temps modernes en général, et en particulier de notre chère troisième République que nous évoquons ensemble à l'instant. Alors, je résumerai à ma façon, vous me direz si c'est juste, au fond, ce qu'était la Troisième République. Vous avez raison, il y a cette espèce de Big Bang politico-maçonnique à sa fondation, mais il y a aussi, vous l'évoquiez à l'instant, l'inclusion des petites classes moyennes comme substrat du régime. Et donc, si l'on veut expliquer ce que vous disiez... Dès 1848. Tout à fait. Mais si c'est une maçonnerie de Deuxième République qui fabrique la Troisième. Alors, mais si l'on veut expliquer ce que vous disiez au tout début, c'est-à-dire, au fond, aujourd'hui, cette problématique grandissante dans les démocraties de la déconnexion, notamment dans la démocratie française, est-ce que ce n'est pas, tout simplement, parce que la petite bourgeoisie, les petites classes moyennes sont de moins en moins associées par les élites que vous pointiez tout à l'heure à la définition, à la fondation des bases de notre vie publique? Regardez où sont les crises aujourd'hui. Crise de l'école, des instituteurs, c'est la base structurelle, la colonne vertébrale de la franc-maçonnerie. Absolument. Crise de l'hôpital. Absolument. La plupart des éléments libéraux dans la franc-maçonnerie sont des médecins, des soignants, tout à fait. Des gens qui s'occupent des autres, du care, comme dirait Madame Aubry, tout à fait. etc. Et donc, quand vous voyez où se situent les crises essentielles, ceux qui ont été les sacrifiés de la mondialisation, ceux qui ont été les sacrifiés de la comptabilité de Bercy, et je peux rajouter à ça les policiers ou les militaires. La maçonnerie impériale, celle voulue par Napoléon Ier, c'est 100% des maréchaux, 100% des généraux, les 3/4 des colonels, la moitié des capitaines sont francs-maçons. Parce que Napoléon, il lit la Gazette de Londres tous les jours, et il dit, mais quelle est la colonne vertébrale de l'Empire et de la puissance britannique? La maçonnerie, je veux la même. Et Cambacérès, l'archi-chancelier de l'Empire, est le vrai grand maître réel de la maçonnerie. Et il y a donc là un enjeu qui est la structure qui a fait la puissance, l'organisation, la renaissance, l'extension, l'expansion, la modernisation de la France sous cette époque, c'est la maçonnerie impériale. D'ailleurs, dans ma propre espace, l'université, il y a un grand maître de l'université, pas un ministre, un grand maître. Voilà. Donc il y a une volonté particulière. Et de cette volonté, il reste une nostalgie. Après la chute de l'Empire, le retour, la restauration, etc., la maçonnerie est tolérée. Elle n'est pas interdite, elle est supportée, mais pas plus que ça. Au moment de 1848, la maçonnerie, elle devient extraordinairement sociale. C'est d'ailleurs des maçons radis, rouge à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Extraordinairement progressistes. Interdiction du travail de femmes et des enfants, interdiction de nuit, liberté d'association, liberté de la presse, abolition de l'esclavage. Donc un dispositif social extrêmement développé. Et en même temps, le retour à une spiritualité extrêmement importante à l'intérieur, comme une sorte d'équilibrage. Là. Et puis qu'est-ce qui arrive? Ledru Rollin, candidat des francs-maçons, il est archi battu par Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon III. Et donc la maçonnerie, elle devient conservatrice et contestataire. Et puis elle prend sa revanche après 1871, grâce à l'imposition de la République, l'amendement wallon, un vrai dispositif structurant. Mais à l'époque, c'est toujours une franc-maçonnerie de la classe moyenne. Mais ce qui a été détruit
après 1945-1950, c'est la maçonnerie du service public. En fait, la maçonnerie, elle est l'apôtre du service public. Elle est la garante du service public. Alors, entre elle est les la lignes... garante des grands services publics. En bien ou en mal, d'ailleurs, c'est pas la question. Et elle se trouve détruite à partir des années 70 par la libéralisation, la surcapitalisation, la globalisation, sans contrepartie. Alors, Alain Boer, vous venez de faire évidemment un plaidoyer pour l'État républicain contre ce processus international, qui n'est pas propre à la France, de privatisation progressive du monde, de notre monde commun. Et la privatisation du monde commun, c'est évidemment sa destruction aussi, on est bien d'accord, sa fragmentation, sa dissémination, sa dissociation. On revient, si vous voulez, à l'histoire, à la longue histoire de la maçonnerie, dans la construction de l'idée républicaine française. Nous sommes sous la Troisième République. Il y a l'éclosion, on va dire, ça intéresse nos auditeurs, nous sommes sur Radio J ce matin ensemble, Alain Boer, il y a l'éclosion de plusieurs personnalités, à la fois très juives et très républicaines, dans le cadre de ce qu'on a appelé le franco-judaïsme, vous allez nous en dire un mot dans un instant, qui ont contribué à l'édification justement de cette Troisième République que nous évoquions tout à l'heure. Je citerai en vrac Adolphe Crémieux, le fondateur de l'Alliance israélite universelle. Et du décret. Et bien sûr, celui qui a naturalisé les juifs algériens qui jusqu'ici étaient considérés comme des citoyens, comme des non-citoyens, c'est-à-dire comme des juifs indigènes. Donc, émancipation des juifs algériens, c'est une œuvre considérable en faveur justement de l'assimilation à la République de ces Français de branche, comme on dit aujourd'hui chez les historiens. Alors, chez Crémieux, c'est plus l'intégration que l'assimilation. Il ne leur demande pas de ne plus être juifs. Il leur demande d'être juifs et français ou français juifs. La précision, au bout. La précision est importante. Oui, il ne fait pas de l'assimilation. La pression est importante. C'est un choix qui est très moderne et dont le dommageable est qu'il n'ait pas eu le courage, pas lui, mais l'État républicain, d'aller jusqu'au bout, notamment avec les musulmans d'Algérie. Et je voulais changer l'histoire du monde. Et je voulais évoquer, vous avez raison, et je voulais évoquer avec vous aussi, Alain Boer, d'autres très belles figures, car il y a une sorte de politiquement correct qui nous fait croire aujourd'hui que le rôle des Juifs, et notamment des Juifs francs-maçons, dans la réhabilitation du capitaine Dreyfus, donc ça c'est quelques années plus tard, c'est une trentaine d'années plus tard, serait un rôle au fond accessoire. En réalité, quand on regarde les choses très précisément, on s'aperçoit qu'un grand nombre de protagonistes de la révision, on ne parle pas ici de Péguy, qui était un catholique, un écrivain catholique. Clémenceau. Voilà, mais il suffit de penser à Clémenceau, à un certain nombre de personnes de son entourage, à Ézy le Vaillant, au frère Reynac, pour s'apercevoir que ce rôle de la franc-maçonnerie, on va dire de culture ou d'imprégnation juive, a été très important. Vous pouvez nous en dire un mot supplémentaire? Oui, mais je ne le verrai pas comme ça. D'abord parce qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient juifs. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est intéressant. Ils ne l'ont pas fait parce que Dreyfus était juif et qu'il fallait défendre les juifs contre la montée d'antisémitisme. Absolument. Ils l'ont fait parce qu'ils étaient français, patriotes, nationalistes, et qu'ils savaient que c'était une erreur de vouloir découper les juifs de France de la communauté nationale. Et que ceux qui étaient en train de le faire affaiblissaient la France. Leur question n'était pas de sauver Dreyfus. Sauver Dreyfus, c'était une affaire familiale. Vraiment. Et limité à une affaire familiale. Quelques courageux, sans doute. Mais voilà. Les autres, ils l'ont fait pour la France. Et c'est une des particularités de cette mobilisation. C'est là où Crémieux a totalement réussi quelque chose. Il a réussi... Ça ne concerne pas que les Juifs d'Afrique du Nord, bien sûr. Mais il a réussi à faire en sorte, dans la République, que les Juifs de France soient d'abord français. Oui, et à créer patriotes. Et à créer autour d'eux, on va dire, le lien, le ciment extrêmement vivant d'une sorte de mystique républicaine. Oui, absolument. Une spiritualité républicaine. C'est-à-dire un des sujets très intéressants qu'on étudie peu dans la Troisième République, c'est la spiritualité laïque, voulu par essentiellement des francs-maçons. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les républicains atypiques. Alors, il y a quelques bouquins rares dessus, mais c'est très intéressant à relire parce que ça donne une dimension où on comprend pourquoi l'être suprême, version Robespierre, est arrivé si vite dans un univers peuplé de francs-maçons et vous voyez le journal officiel de la République française, enfin la Convention, etc., vous commencez à voir les signes maçonniques sur le journal officiel et vous ne comprenez pas pourquoi il y a l'être suprême parce que soi-disant on serait tous laïcs. En fait, il y a les laïcs, les laïcards, les laïcistes, mais la laïcité, c'est le respect du droit de croire, de ne pas croire ou de changer de religion, point. Ça se limite à ça. Il n'y a pas une tentative d'éliminer les croyants. Bien au contraire. Et bien c'est la même chose vis-à-vis de la communauté juive de France dans l'affaire Dreyfus. Ils ne le défendent pas parce qu'il est juif, ils le défendent parce que c'est un militaire français patriote accusé à tort. Par ailleurs,
juif. Alors, c'est passionnant, Alain Boer. Nous évoquons avec vous cet ouvrage passionnant qui était encyclopédique. Je crois que vous avez dû couper des passages entiers. Une encyclopédie, c'est une encyclopédie, voilà, bon. Donc ça, on fait des choix, c'est pas un dictionnaire. Avec Roger Daché, encyclopédie, Voilà, donc des francs-maçons et des francs-maçons. On a fait une sélection. Voilà. Disons que voilà, ça peut être un inventaire à la Prévert. De toute façon, il y en a eu partout, de Salvador Allende en Bolivie. À Pinochet. C'était au Chili. Voilà. Pinochet, c'était au Chili. Oui, Allende aussi. Vous avez raison, absolument, autant pour moi. De Salvador Allende au Chili, je pensais à Simon Bolivar, naturellement, en réalité, je l'ai confondu en Bolivie. Qui est la révérence absolue de tous les révolutionnaires sud-américains. Absolument. Et c'est d'ailleurs pour ça que, paradoxalement, à Cuba, qui est une dictature, la franc-maçonnerie n'a jamais été mise en cause parce qu'Allende a dit « Tata, Bolivar, maçon, tout pas touche, mais vous faites pas de politique ». Alors, je reviens. Donc c'est une maçonnerie purement humanitaire. Je reviens à la France, et parce que nous avons un cadre évidemment contraint en termes de minutes, c'est dommage, il y a tellement de choses à voir. Je reviens à la France d'aujourd'hui, puisque nous évoquions aussi sa crise, qui n'est pas seulement une crise d'identité, mais qui est une crise d'appartenance, au fond. Il y a aujourd'hui en France... on va dire un quasi-consensus au sein de ces élites que vous évoquiez tout à l'heure pour la défense du triptyque républicain. Liberté, égalité, fraternité. Rares sont les personnes qui pensent que ça n'a pas d'importance et qui s'en écartent. À condition de ne pas leur demander ce qu'ils mettent derrière chacun de ces mots. Certes, Alain Boer. Et notamment laïcité, qui est le quatrième et morceau. on invoque volontiers les valeurs républicaines. Mais est-ce que une partie du problème ne vient pas que ce sont des valeurs invoquées abstraitement comme une sorte de mantra automatisé, et avec une interdiction, en revanche, très ferme des mêmes de toute forme de mystique républicaine. Dès qu'on est dans la mystique républicaine, on est dans les extrêmes pour ces gens-là. Non, il y a toujours une part de mystique. De toute façon, la politique, c'est l'art de faire croire, de diffuser une pensée, une volonté. Et évidemment, plus on est ferme, plus on est imprégné, plus on est en mystique avec ce moment, plus on est en communion laïque, de mon point de vue, plus on fait sentir qu'on est convaincu de ce qu'on raconte. Le dernier qu'il a fait, c'était le Premier ministre Manuel Valls, non ? Manuel Valls, lors des attentats, a réussi ce moment où toute l'Assemblée s'est levée parce qu'il y a eu quelque chose, il s'est produit un événement. Mais Charles de Gaulle... vous remontez plus loin. Oui, voilà, il n'est pas maçon, mais il incarnait une forme de république. Winston Churchill, qui lui était maçon, incarnait toute la diversité, toute la volonté de ce que pouvait être une maçonnerie active, imprégnée et patriote. Donc non, je crois que la vraie difficulté aujourd'hui, c'est de redonner du sens aux mots. Et en donnant du sens aux mots, on parle aux gens qui sont aujourd'hui en perdition, qui voudraient une vraie république sociale. C'est bon, on rajoute toujours sociale, notamment au Grand Orient. On aime bien vivre la République, virgule, sociale. Mais c'est pas... Il faut arrêter de le dire, il faut le faire. C'est-à-dire à tous ceux qui posent des questions, il faut commencer à donner des réponses, pas expliquer qu'on ne va pas répondre à la question ou botter en touche. Or, les gens, ils ont confiance dans ceux qui leur parlent, ils ont confiance dans le dialogue, ils détestent le mépris. Et nous avons, pendant longtemps... Vous pensez à des gens ? Non, tout le monde. Non, mais je veux dire, vous pensez à des... La vie politique est ainsi faite. Vous pensez qu'il y a des attitudes méprisantes, particulièrement stigmatisées aujourd'hui ? Pendant 30 ans, l'essentiel des questions qui ont été posées par les gens, il a été répondu par négation, minoration, éjection. En français courant, c'est pas vrai, c'est pas grave, c'est pas de ma faute. Vous vous éliminez tout seul. Il faut dire ce qui est vrai, ce qui est grave et ce qu'on peut faire. Y compris quand c'est compliqué et quand c'est difficile. Il faut expliquer aux gens ce que va être le problème et de la fin du mois, et de la fin du monde, et de la crise environnementale. Et il faut les mobiliser pour le faire. Au lieu d'avoir des gens qui jettent de la soupe sur les œuvres d'art, il faut les mobiliser pour savoir comment on fait et comment on le fait avec eux et pas contre eux, comment on le fait pas de manière verticale mais horizontale, comment on retrouve une communauté en marche. Et c'est tout le rôle et c'est toute l'histoire de ce qu'a été la création des loges, où on réunissait des gens d'origines diverses, de religions diverses, de cultures diverses, d'opinions diverses, et à la fin on en tirait un projet. Alors, francs-maçons et francs-maçons, l'encyclopédie que vous venez de signer avec Roger Daché, j'ai 15 secondes, je sais que c'est indécent pour une telle question. La fin de la France, puisque c'est l'expression que vous avez employée tout à l'heure, elle est encore évitable, Alain Boer ? La fin de la France, c'est toujours ce qu'on pronostique avant de se rendre compte que les gens, ils ont le pouvoir de tout changer quand ils le veulent. Le rôle de la maçonnerie, c'est de les aider à tout changer quand ils le veulent. Merci d'avoir fait un tour par Radio J, c'était passionnant. On vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon Shabbat, Alain Boer. Merci, vous aussi. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J.